Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Dans l'épisode 19, je vous parlais de l'arrogance du jeune parent. Ce jeune parent qui lit beaucoup de choses et qui croit avoir découvert des solutions miracles qui fonctionnent avec son enfant et dont il s'imagine que cela va fonctionner avec tous les enfants. Et dans l'épisode 22, je vous parlais de la difficulté à faire des choix quand on est parent. Parce que tout n'est pas si évident que ça. Il y a souvent plusieurs critères à prendre en compte et ces critères sont parfois totalement contradictoires pour un même sujet. Si vous n'avez pas écouté ces 2 capsules, je vous invite vraiment à les écouter, c'est très court et vous comprendrez mieux ce que je vais vous dire aujourd'hui et ce dont je voudrais vous parler. Et je vais essayer d'être assez rapide parce que je tiens à vous parler d'une activité que l'on a fait avec nos plus grands ces derniers jours et qui a été incroyablement riche sur le plan pédagogique et qui ne demande quasiment rien. Donc ça, voilà, c'est une très bonne occasion de la vie quotidienne pour apprendre beaucoup de concepts en mathématiques. Donc je tiens à passer un petit peu de temps pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Oh, et avant que nous parlions du cœur de notre sujet, je voulais aussi remercier Typos.graphique qui a laissé un très gentil message sur Apple Podcast. Ouvrir une fenêtre en plein confinement, c'est le titre de son avis. Les podcasts ont changé ma vie en transformant les corvées en moments de découverte, de plaisir ou de développement personnel. Celui-ci pourrait bien changer la vie de mes 4 enfants. J'ai redécouvert le blog et les newsletters si riches à l'occasion du confinement et la slow life imposée. Ce podcast ouvre encore plus grand la fenêtre ainsi ouverte vers l'IEF. Une petite voix de souris, une grande voix pour la liberté et le respect des enfants. Merci. Alors je précise que la petite voix de souris c'est VOIX, c'est ma voix que vous entendez. Et une grande voix pour la liberté est écrit VOIE, un grand chemin vers la liberté. Voilà, pour que ça clarifie un peu les choses. Mais merci beaucoup à Typos Graphique. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ce message est magnifique. J'ai fait la même découverte avec les podcasts il y a quelques années où elles m'ont permis d'apprécier davantage l'exercice physique ou d'apprécier davantage les tâches du quotidien. Et voilà, je suis très heureuse si effectivement je peux ouvrir des petites fenêtres sur la pédagogie Montessori ou sur l'instruction en famille. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est donc, faut-il essayer de convaincre son entourage quand on a découvert des choses aussi extraordinaires que la motricité libre ou la pédagogie Montessori ou encore l'instruction en famille? On a forcément envie d'en faire profiter tout le monde. On se dit que c'est formidable, que tout le monde en bénéficierait. Et donc cela part d'une bonne intention. Et on voudrait en quelque sorte se faire l'apôtre des nouvelles choses que l'on a découvertes ou mises en pratique avec nos enfants. En particulier avec les membres de notre famille. Forcément, on est plus proche d'eux, on a des liens privilégiés avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, on tient particulièrement à leur bonheur et au bonheur de leurs enfants. Et comme on se dit qu'on a la solution, on tient à tout prix à la partager avec eux. Mais souvent, même dans la rue, on croise des gens à qui on aurait envie de transmettre certains messages, de transmettre certaines informations, avec qui on aurait envie de partager notre savoir. Mais alors, que faut-il faire? Mettons-nous 30 secondes dans une situation imaginaire. Prenons une maman au parc qui tient son bébé par les mains en le tirant vers le haut pour le faire marcher. Si vous êtes adepte de la motricité libre, vous vous dites « Ah, mais ça n'est pas bon pour lui, ça n'est pas bon pour sa posture, il est dans une position inconfortable qui va le forcer à marcher un peu trop tôt s'il n'est pas totalement prêt et qui va lui faire adopter une posture pour marcher qui n'est pas bonne. » Et vous avez envie d'intervenir. Mais renversons les rôles quelques instants. Imaginez que vous êtes cette maman qui est au parc par une belle après-midi ensoleillée. Et son enfant se met debout, elle sent qu'il n'est pas très loin de marcher,
Et puis elle le prend par la main avec un grand sourire, elle le tire un peu vers le haut, elle essaie de lui faire quelques pas, il lui fait des grands sourires, c'est un magnifique moment de complicité. Imaginez que vous êtes cette maman. Vous passez un moment de qualité avec votre enfant. Tout va bien, vous êtes heureuse. Et tout d'un coup, une inconnue arrive et vous dit « Vous savez, vous ne devriez pas le tenir comme ça, votre enfant, vous lui faites mal. » Non, il sourit, il est heureux. Oui, mais ça va lui faire du mal sur le long terme. C'est pas bon pour son développement psychomoteur. Mais enfin, vous êtes qui? Enfin, je ne vous connais pas. Oui, mais moi, je sais ce que c'est que la motricité libre. Je sais que ce que vous faites, ça n'est pas bon pour votre enfant. Comment est-ce que vous le prendriez? Honnêtement. Honnêtement, si on venait briser votre moment de bonheur, votre petite bulle, pour vous donner ce genre d'informations, venu de nulle part, alors que vous n'êtes pas spécialement la moindre autorité, vous n'êtes pas, je ne sais pas, la psychomotricienne de l'enfant, vous n'êtes pas son enseignante, vous n'êtes pas son assistante maternelle, je ne sais pas, vous n'avez aucun rôle à jouer dans son éducation. Franchement, cette maman, elle a bien des chances d'avoir un peu peur, peut-être, de votre réaction, d'être surprise, tout du moins, de votre réaction, et surtout d'être profondément vexée, humiliée, peut-être. Et en tout cas, ce qui va l'emporter, c'est un sentiment très désagréable, malgré le superbe moment qu'elle passait avec son enfant. Est-ce que ça vaut donc vraiment la peine d'intervenir? Surtout que, quel sera le résultat? Est-ce que vous croyez vraiment que cette maman va changer d'attitude du jour au lendemain parce que quelqu'un l'aura désagréablement interrompu un jour au parc? Probablement pas. Il est même possible qu'au contraire, ça la braque et que la prochaine fois qu'on lui parle de motricité libre, elle dit « Ah oui, j'ai rencontré une folle comme ça au parc qui voulait à tout prix faire de la motricité libre avec mon fils. Il a fallu que je lui arrache des bras. Elle voulait m'empêcher de le tenir par la main. » Au final, je peux vous garantir à 90% que ce sera contre-productif. Prenons un cas un peu plus proche. Mettons des grands-parents qui offrent des cadeaux qui ne vous plaisent pas. Des cadeaux peut-être trop électroniques ou des cadeaux qui ne vous conviennent pas, pour tout un tas de raisons, qui ne répondent pas à vos valeurs. Que faire? Alors évidemment, vous pouvez aborder la discussion, vous pouvez en discuter avec eux, vous pouvez anticiper et leur dire en amont nous avons repéré quelque chose qui serait formidable pour tel de nos enfants, est-ce que ça vous dirait de participer? Ou leur proposer, ainsi qu'aux autres membres de la famille, d'acheter les cadeaux parmi une liste suffisamment grande pour qu'ils puissent faire des choix, mais une liste d'idées de cadeaux. Mais si jamais vous allez les voir en leur disant « Non mais vous savez, ces jeux électroniques, ça n'est vraiment pas bon pour notre enfant, nous ne voulons pas ce genre de choses chez nous », quelle image allez-vous leur renvoyer? Vous allez leur renvoyer l'image que vous êtes supérieur, que vous donnez une bonne éducation à votre enfant, et que eux ne savent pas comment on éduque un enfant. Quelle image allez-vous leur renvoyer de l'éducation qu'ils vous ont donnée, si ce sont vos parents? Comment vont-ils se sentir à l'idée que leur propre fille, leur propre enfant, rejette l'éducation qu'ils lui ont donnée, la critique, estime qu'elle est radicalement mauvaise et qu'elle sait mieux qu'eux comment il aurait fallu faire? Ou imaginez ce que vos beaux-parents pourraient ressentir et quelle image de leur éducation vous leur renverriez, sachant que ce sont quand même eux qui ont éduqué votre conjoint, si ce sont vos beaux-parents. Et donc, si du moins c'est toujours votre conjoint, si vous n'êtes pas séparés, divorcés, a priori c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui n'a pas si mal tourné que ça, c'est quelqu'un que vous aimez. Alors peut-être que leur éducation n'était pas si radicalement mauvaise. Peut-être que ça ne vaut pas le coup de les humilier à ce sujet, ou même simplement d'être désagréable avec eux. Et après tout, eux aussi, vos parents ou vos beaux-parents, ont, normalement, s'ils étaient des bons parents, et je n'en doute pas,
essayaient de faire ce qu'il y avait de mieux à leur époque. Par exemple, je sais qu'à l'époque de ma mère, à l'époque où moi j'étais petite fille et où ma mère m'a eue, eh bien on disait qu'il fallait absolument coucher les bébés sur le ventre, que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour eux. Aujourd'hui, après des années d'études et de comparaisons, il y a un consensus à peu près certain pour dire que c'est le coucher sur le dos qui l'emporte. Mais à l'époque, c'était des scientifiques, c'était des pédiatres qui expliquaient à nos parents qu'il fallait nous coucher, nous les bébés, sur le ventre. Et donc, ils faisaient de leur mieux. Ils faisaient ce qui était considéré comme étant le mieux à leur époque. Même chose pour les biberons ou l'allaitement. Ma mère, alors qu'elle devait partir en Algérie juste après la naissance de mon frère aîné, en Algérie, donc dans un endroit assez pauvre, dans les années 70, donc il y a longtemps, eh bien le pédiatre juste avant la naissance, je lui avais dit, vous savez, si vous partez en Algérie, c'était pour plusieurs années, il vaudrait mieux que vous lui donniez le biberon, ce sera plus facile pour vous. Alors aujourd'hui, cet argument me fait bondir parce que évidemment qu'il est plus facile d'allaiter, au contraire, dans un pays où le confort n'était pas forcément idéal, où il pouvait être plus difficile de trouver de l'eau de source en bouteille ou des choses comme ça. Au contraire, les biberons ont vraiment compliqué la vie de ma mère, mais il n'empêche qu'elle a fait ce que son pédiatre lui avait recommandé, ce qui lui paraissait être le mieux. Et à l'époque, il fallait absolument stériliser les biberons. Les contraintes étaient bien plus importantes qu'aujourd'hui pour donner un biberon. Et donc elle s'est imposée toutes ces contraintes, mais pour faire ce qu'on lui avait dit, pour faire ce qui, d'après un pédiatre, d'après une autorité médicale, était ce qu'il y avait de mieux dans ce cas-là. Quelqu'un ira-t-il aujourd'hui lui faire le reproche de ne pas avoir allaité son fils ? Ah oui, mais l'OMS a dit que il fallait allaiter pendant 6 mois, que c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'enfant. Pendant au moins 6 mois. Ben oui, mais elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'on lui a conseillé de faire. Et je trouverais très déplacé que quelqu'un vienne lui faire des reproches là-dessus. Prenons un autre exemple. Vous avez peut-être des belles-sœurs qui n'éduquent pas leurs enfants comme vous. Et peut-être que vous avez envie d'intervenir. Peut-être que vous avez envie de les convertir à votre façon d'élever vos enfants, de les convaincre que c'est la meilleure façon. Est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas, derrière tout ça, un tout petit sentiment de supériorité, la volonté de montrer que vous êtes meilleur que vos belles-sœurs, que vous faites mieux, que vous êtes une meilleure maman? N'y aurait-il pas un tout petit peu d'esprit de compétition? Surtout que peut-être que nos valeurs sont tout simplement légèrement différentes les unes des autres. Peut-être que, par exemple, votre belle-sœur donne des bonbons à ses enfants et que vous n'en donnez pas du tout. Peut-être que vous considérez que c'est détestable pour la santé, que ça n'apporte aucun nutriment à l'enfant et qu'on peut parfaitement s'en passer, que ça ne peut lui faire que du bien. Et peut-être que, dans un petit fond de votre tête, vous méprisez un peu votre belle-sœur qui, elle, donne des bonbons à ses enfants. Mais peut-être que ce sont simplement vos valeurs qui sont différentes. Peut-être que pour vous, la valeur primordiale dans ce cas-là, c'est la santé de votre enfant. Peut-être que pour votre belle-sœur, en revanche, ce qui compte avant tout, ce sont les relations sociales qu'entretient son enfant avec d'autres enfants. Et donc elle est ravie de lui donner quelques bonbons à partager avec les autres, et elle refuse de lui interdire de manger des bonbons, parce qu'elle a l'impression que ça le mettrait à l'écart des autres, et qu'il pourrait d'une certaine façon être exclu de leurs activités, ou ne pas participer pleinement aux anniversaires parce qu'il ne mangerait pas de bonbons. Peut-être qu'il paraîtrait bizarre à ses copains, et cela, elle veut l'éviter à tout prix parce que pour elle, il est plus important que son enfant soit épanoui au niveau de ses relations sociales. Allez-vous vraiment critiquer cette belle-sœur ? Avant de la juger sur des actes, comme le fait de donner des bonbons ou pas, vous êtes-vous demandé quelles étaient ses valeurs derrière ? Pourquoi elle faisait ça ? Quelles étaient ses raisons ? Un autre exemple, il y a donc quelques jours ou quelques semaines de ça, je crois que c'est dans le podcast sur la difficulté à faire des choix, je vous parlais des couches lavables. Peut-être que vous mettez des couches lavables à votre enfant. Et peut-être que vous avez une belle-sœur qui met des couches jetables. Et peut-être que vous râlez dans votre coin en disant « Oh là là, elle n'a aucun souci de l'environnement, avec ces centaines de couches qu'elle jette dans la nature.
C'est totalement polluant, irrespectueux. C'est tellement mieux les couches lavables. Eh bien, peut-être que votre belle-sœur y a réfléchi. Peut-être qu'elle a sérieusement envisagé la question, et peut-être qu'elle s'est dit que les couches lavables allaient entraver la motricité de son fils ou de sa fille, et que ce qui prime pour elle, c'est le bien-être et le développement psychomoteur de son enfant, avant le respect de l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'elle méprise le respect de l'environnement. Peut-être qu'à côté de ça, dans tout le reste de sa vie, elle vit une vie zéro déchet, elle économise l'eau, elle fait peut-être tout ce qu'elle peut pour respecter l'environnement, sauf sur ce point, parce que le développement psychomoteur de son enfant l'emporte. C'est donc très difficile, comme vous le voyez, de prétendre intervenir dans l'éducation que donnent d'autres membres de la famille à leurs enfants. Alors avant d'intervenir, si vraiment vous voulez intervenir et que ça vous démange trop, voici 4 petites choses dont vous pouvez vous souvenir. Ce sont 4 petites choses que j'essaie de me rappeler avant d'intervenir moi-même, parce que moi aussi je suis très tentée de partager tout ce que j'aime, qui m'anime et tout ce qui nous a réussi avec nos enfants. La première chose, c'est que l'éducation est un sujet sensible, intime, et que l'on n'aimerait probablement pas qu'on intervienne dans notre façon d'élever nos enfants. Je sais que je n'aime pas lorsqu'on intervient dans ma façon d'élever mes enfants. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper. Tout comme les pédiatres d'il y a 30 ou 40 ans se trompaient lorsqu'ils disaient qu'il valait mieux coucher les enfants sur le ventre. Du moins, c'est l'état de la science aujourd'hui. Et peut-être que dans 5 ou 10 ans, on dira quelque chose d'encore légèrement différent, qu'il vaudra mieux coucher les enfants sur le côté, à cause du phénomène de la tête plate, ou on fera peut-être d'autres recommandations. Peut-être que l'on découvrira des inconvénients à des choses que je trouve extraordinaires aujourd'hui. Bref, puisque je peux me tromper, je ne vais pas imposer mes connaissances ou mes valeurs à quelqu'un d'autre. Troisièmement, j'essaie de me rappeler que ce qui fonctionne pour un enfant, mon enfant, ne fonctionnera peut-être pas pour un autre, pour l'enfant de mon voisin, pour son cousin, ou même pas pour ses frères et sœurs. Quatrièmement, peut-être que la maman à côté de moi, peut-être que ma voisine, peut-être que la dame du parc, peut-être que mon ami n'a pas exactement la même hiérarchie de valeurs que moi. Et cette hiérarchie de valeurs, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Et dans l'accompagnement à la parentalité et à l'IEF Montessori que j'anime, c'est un exercice très riche que je propose d'ailleurs à mes stagiaires. Il y a tout un module pour poser les fondations de sa parentalité. Et dans ce module, je les invite à discuter avec leur conjoint ou le père de leurs enfants de leur hiérarchie de valeurs, en se posant des questions très simples, très concrètes, inspirées de situations de la vie quotidienne, et de se demander ce qu'ils feront primer dans telle ou telle situation. Feront-ils primer la sécurité ou la liberté, l'éducation ou la santé, les relations sociales ou autre chose? Et c'est important de parler de tout ça et de revenir à nos valeurs profondes. Ça nous évite, entre autres, de nous laisser guider par des effets de mode. Et c'est là aussi que l'on peut prendre conscience que d'autres parents vont avoir une autre échelle de valeurs, tout aussi respectable, tout aussi possible, tout aussi rationnelle, et simplement qu'elle sera différente de la nôtre, et que donc leurs actions seront différentes des nôtres, et que pour autant, nous n'avons pas à les juger. Parfois, c'est frustrant tout de même, parce que nous voyons des choses pour lesquelles nous aurions des solutions très simples. Et parfois, nous voyons un jeune parent un peu désemparé, et nous savons que nous pourrions l'aider. Par exemple, un enfant qui ne s'endort pas parce qu'il a un mobile ultra électronique, qui fait de la musique et qui tourne avec des lumières qui clignotent au-dessus de son lit, alors que vous sentez qu'il aurait besoin de calme et de silence pour s'endormir. Et le parent se plaint que son enfant n'arrive pas à dormir, qu'il fait des nuits très courtes, etc. Alors, si on doit intervenir, comment présenter les choses à ce moment-là? Avant tout, je pense qu'il faut être proche de la personne. Il me paraît très très délicat d'intervenir auprès d'un inconnu ou d'une quasi-inconnue, par exemple une maman au parc, comme l'exemple dont je vous parlais au tout début de ce podcast. Je pense qu'il faut être suffisamment proche de la personne pour qu'elle sache que nous avons à cœur son intérêt, l'intérêt de son enfant, et que nous la respectons et que nous l'aimons. Un inconnu ou une inconnue ne saura pas
tout ça. Et il ne saura pas trop comment accueillir nos remarques, si c'est quelque chose de positif ou de désagréable. La deuxième chose, c'est que nous pouvons peut-être partir de l'hypothèse que la personne a déjà réfléchi à la question, qu'elle a fait un choix en toute connaissance de cause. Peut-être qu'elle a envisagé une possibilité et que ça n'est pas possible pour une raison ou pour une autre. J'aime bien commencer dans ces cas-là par « tu y as sûrement déjà réfléchi » ou « tu sais déjà sûrement ça, mais juste au cas où ». Ça permet de rassurer la personne. La personne peut nous répondre « oui, effectivement, j'y avais déjà pensé, mais ce n'est pas possible pour telle et telle raison. » Et à ce moment-là, ah, d'accord, je comprends. Si la personne n'y avait pas pensé, au moins elle sent qu'on a de l'estime pour elle-même en tant que maman, et que on suppose qu'elle s'est informée, qu'elle a réfléchi, qu'elle a pris des décisions, non pas à la va-vite, mais avec toutes les informations qu'elle avait. Et donc, la personne part avec une certaine confiance en elle. Elle sent que vous avez de l'estime pour son travail de maman. Elle sent que vous n'êtes pas dans l'hostilité ou l'agressivité, que vous ne cherchez pas à l'humilier. Elle sera donc dans un état d'esprit beaucoup plus propice pour écouter ce que vous avez à dire. Ensuite, j'aime bien essayer plutôt de poser une question. Plutôt que de dire « tu devrais faire comme ci ou faire comme ça », vous pouvez très bien demander pourquoi elle fait comme ci. Par exemple, je me doute que tu as déjà essayé plein de choses pour endormir ton enfant. Et est-ce que tu as déjà essayé sans mobile ? Parce que peut-être que le bruit ou la musique le dérange ? Peut-être que cette maman a déjà essayé et qu'en fait l'enfant s'endort quand même mieux avec le mobile. À ce moment-là, elle vous le dira. Peut-être qu'elle n'y avait pas pensé. Et comme vous avez été délicate, que vous avez essayé de faire preuve de tact et de délicatesse, peut-être qu'elle se dira « effectivement, c'est une bonne idée, je vais essayer. On va voir ce que ça donnera. » Et la dernière chose que je vous invite à faire dans ce genre de situation, c'est de laisser tomber la conversation assez rapidement, sauf si la personne insiste. J'essaie de vous refaire la scène sur le mobile. Je pense qu'il faudrait être proche de la personne. Par exemple, que ce soit une sœur, une belle-sœur, éventuellement une cousine. Commencez par « tu y as sûrement déjà réfléchi » ou « je me doute que tu as déjà essayé plein de choses, mais juste au cas où, as-tu pensé à ça ?» Voilà, posez une question. « As-tu déjà essayé ceci ?» Ou « pourquoi est-ce que tu fais comme ça ? Ça m'intéresse. Je suis curieuse. » Voilà, faites preuve simplement de curiosité. Et quand la personne vous donne une réponse, si elle n'a pas envie apparemment de prolonger la conversation, si elle n'a pas l'air intéressée par ce que vous avez à lui apporter comme suggestion, bien laissez tomber rapidement. N'insistez pas. C'est elle la maman. C'est elle qui est responsable de son enfant. Et même si vous avez peut-être envie de vous draper dans vos connaissances toutes fraîches ou dans vos propres réussites en tant que parent, dites-vous bien que vous n'êtes pas responsable de cet enfant. Si jamais vous vous trompez pour cet enfant, c'est sa mère, son père, ce sont ses parents qui assumeront la responsabilité, pas vous. Vous n'avez aucune responsabilité sur son éducation. Donc, la plupart du temps, je vous recommanderais très sincèrement de ne pas intervenir du tout. Si vraiment vous devez intervenir, voilà les 4 étapes que je vous propose d'adopter pour essayer de le faire avec un peu de délicatesse. Et sinon, si vous réussissez à vous retenir, mais que malgré tout vous avez envie de laisser une porte ouverte à la conversation, vous pouvez très bien lire un livre devant des membres de votre famille quand vous les voyez en vacances. Vous pouvez très bien lire un livre sur la motricité libre et le laisser traîner même. Peut-être que quelqu'un y jettera un coup d'œil et sera intéressé. Et peut-être que l'autre personne, le membre de votre famille ou votre ami, viendra vers vous et vous posera des questions. Et là, la conversation pourra réellement commencer. Parce que ce sera un échange où l'autre parent aura sollicité
votre avis. Et c'est tout à fait différent lorsque notre avis est sollicité et lorsqu'il ne l'est pas. Lorsque notre avis n'est pas sollicité, je pense que nous devons faire preuve d'une extrême prudence sur un sujet aussi intime et délicat, sensible que l'éducation. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui sur cette tendance que nous avons tous, je pense, en tant que parents, de vouloir convaincre les autres que notre façon de faire est la meilleure. Et comme je vous l'avais dit, je tenais à passer quelques minutes pour vous expliquer la dernière activité que nous avons faite avec nos aînés et qui a été incroyablement riche. C'était un peu une activité à tiroir. En fait, nos enfants ont tous déménagé ces dernières semaines. Ils ont tous changé de chambre puisque notre aîné est parti dans une chambre individuelle, rien que pour lui, que les deux suivants, Elisabeth et Stanislas, ont changé de lit dans leur grande chambre commune, que notre fille Aliénor, qui a 2 ans et demi, les a rejoints dans la grande chambre commune, pour laisser sa place dans une toute petite chambre à notre petit dernier, Étienne, qui a maintenant 8 mois. Et, au milieu de tout cela, notre fille de 2 ans et demi est partie avec son étagère de sa petite chambre. Et il y a donc un espace dans lequel j'aimerais installer une petite étagère basse pour notre fils de 8 mois, afin qu'il ait quelques jouets avec lesquels il puisse jouer s'il se réveille la nuit, par exemple. Et j'ai eu l'idée, tout simplement, de proposer à mes 2 aînés, François et Elisabeth, d'en faire les plans et de les associer à la construction de cette étagère, parce que je voudrais la construire à partir de planches que j'ai à la maison. Première étape, je leur ai demandé de mesurer les planches. Ils ont donc mesuré les planches, ça a été l'occasion de réviser la longueur, la largeur, la hauteur, ou l'épaisseur, donc justement, de voir tous ces termes, comment on pouvait les employer. Ils ont mesuré scrupuleusement, et puis je leur ai demandé de mesurer l'espace dans la chambre. C'était difficile parce que c'est un espace mansardé et il y a des plinthes. Et il y a le mur qui, à un certain endroit, s'avance dans la pièce. Donc, il y a beaucoup de mesures différentes à prendre, ce n'est pas évident. Donc ça a développé leur sens de la géométrie dans l'espace, leur sens du concret, j'ai envie de dire, de comment l'étagère allait s'intégrer dans cet espace de la chambre. Ils ont pris leurs mesures, c'est très bien, pas de souci. Et je leur ai demandé de représenter l'étagère à l'échelle et de représenter la pièce, cet espace du mur, à l'échelle sur une feuille. Pour ce faire, nous avons arraché une double page du seul cahier qu'ils avaient qui est à petits carreaux, les autres sont à grands carreaux, mais ce cahier était au format 24-32. Or, les enfants rangent toutes leurs feuilles volantes pour les activités qu'ils font comme ça, qui sont un peu en dehors de ce qu'ils font d'habitude, dans un classeur avec des pochettes, qui sont au format A4. J'ai donc dû leur expliquer ce qu'était un format A4, et comment il fallait recouper leurs feuilles pour qu'elles soient au format A4 pour pouvoir ensuite la glisser dans une pochette. Si je ne leur avais pas expliqué, ils auraient risqué de dessiner sur toute la feuille, et en coupant la feuille pour la faire entrer dans une pochette, nous aurions coupé aussi le schéma. Nous avons donc appris tout ce qui était les formats de feuilles, A1, A2, A3, A4, A5, A6, etc. Et puis, nous avons travaillé sur la mise à l'échelle. Pour leur montrer comment ça fonctionnait, nous nous sommes tous mesurés et je nous ai représentés à l'échelle avec je ne sais plus combien de carreaux qui représentaient 10 cm. Au passage, ça faisait réviser les divisions, en particulier c'était la division par 10. Donc c'était quelque chose de facile mais intéressant pour faire travailler un petit peu le calcul mental derrière. Ils ont donc représenté l'étagère à l'échelle. L'étape suivante, c'était de représenter l'étagère précisément dans sa construction. Parce que, comment vous expliquer ça sans visuel ? La planche du dessus, suivant qu'elle reposera, c'est une bête étagère rectangulaire, avec 3 cases, 3 grands casiers dedans. La planche du dessus, selon qu'elle reposera sur les étagères verticales, sur les planches verticales des extrémités, ou selon qu'elle sera encadrée par les étagères verticales des extrémités, eh bien il ne faudra pas la couper à la même longueur. Et nous avons un espace d'1,60 m pour cette étagère. Nos planches font 2 cm d'épaisseur. Si
cette planche est encadrée par les étagères verticales et que nous ne faisons pas attention à nos mesures, nous risquons de nous retrouver avec une longue planche horizontale d'1,60 m, plus l'épaisseur de 2 planches verticales sur les côtés. Ça nous ferait 1,64 m et ça ne rentrerait pas dans l'espace. Donc c'était l'occasion d'aborder tout ça, de faire des schémas précis. Bref, un gros travail de géométrie, de calcul, de mathématiques réellement appliquées à la vie concrète. Et la récompense pour eux, alors ça n'est pas encore fini, la récompense pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir la construire avec moi en utilisant la scie sauteuse, la perceuse et la visseuse. Donc, ils vont être très contents, moi aussi, 1 parce qu'ils auront travaillé et 2 parce que nous aurons construit cette étagère. Et notre bébé sera heureux d'avoir une belle étagère bien solide et coupée aux bonnes dimensions. Donc si ça peut vous inspirer, que vous fassiez l'école à la maison ou pas, que vous fassiez du co-schooling ou pas, ça peut être vraiment une activité sympa à faire en famille et qui sera très intéressante pour tout le monde. Alors j'en profite pour vous signaler que, comme je vous en parlais un peu dans cet épisode du podcast, je propose un accompagnement à la parentalité et à l'instruction en famille Montessori. Je dis instruction en famille Montessori, mais il y a un certain nombre de familles dans le groupe qui font du co-schooling, ou même pas du tout de co-schooling ou d'instruction en famille Montessori, mais qui sont intéressées par l'aspect parentalité. Il y a pour l'instant une 50aine de familles dans le groupe, donc c'est à la fois très sympathique et ça reste intime. Et j'assure des séances de questions-réponses en direct, où on peut me poser toutes les questions que l'on veut. Et chaque mois, nous abordons un thème différent. Ce mois-ci, c'est le sommeil. Nous avons eu le mois dernier joué avec les mots. Nous allons avoir la musique et l'astronomie dans les mois prochains. Donc ça va être passionnant. Et l'autre grand avantage de cet accompagnement, c'est que pour aider mes stagiaires à pouvoir se former à un tarif abordable, je leur offre une remise de 50% sur toutes mes formations longues. Et comme j'ai décidé de clore les inscriptions aux formations vie pratique et vie sensorielle dans 10 jours, le vendredi, nous serons le 19, et que un certain nombre de mamans m'ont dit qu'elles étaient intéressées, mais qu'elles ne pouvaient pas s'offrir toutes les formations, que ça faisait cher pour elles, je voulais faire le lien avec tout cela et vous signaler que si vous vous inscrivez à l'accompagnement, ne serait-ce que pour un mois, parce que c'est sans engagement, donc vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, et que vous avez les formations à moitié prix, en fait, ça vous revient beaucoup moins cher que si vous ne souscrivez pas à l'abonnement et que vous payez les formations 100% de leur prix. Donc voilà, je voulais vous le signaler. En plus, ça vous donne accès donc à l'accompagnement pendant un mois, et vous pouvez prolonger un peu si vous le souhaitez. L'accompagnement, c'est vraiment une communauté formidable qui apporte un soutien énorme aux stagiaires qui en font partie. Elles en ont témoigné d'ailleurs sur la page de l'accompagnement, vous trouverez les liens dans la description de ce podcast. Je vois la différence entre mes stagiaires qui font partie de cette communauté et celles qui n'en font pas partie. La différence est criante, elles avancent beaucoup plus, beaucoup mieux, elles résolvent leurs difficultés. Ça prend parfois un peu de temps, mais elles finissent par trouver des solutions avec notre aide à toutes. Là où d'autres finissent parfois par abandonner, et c'est un peu dommage. Donc voilà, si jamais vous avez envie de nous rejoindre, nous serions absolument ravis de vous accueillir dans cette très belle communauté de l'accompagnement. Et en plus, cela vous permettrait de rejoindre les formations à petit prix. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour notre capsule Montessori. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Votre petite sourisette, Anne-Laure.